Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Histoire, ici Gauthier à l'antenne, je suis accompagné de Franck. Bonjour à toutes et à tous, on vous remercie de votre fidélité. Oui, effectivement, merci pour votre fidélité, vos écoutes nombreuses. On reviendra peut-être d'ailleurs, un de ces quatre, Franck, sur les audiences des différentes émissions. On a eu de très bonnes audiences, notamment pour l'émission sur Clémenceau. Je crois qu'on avait dépassé les 1000 écoutes cumulées. On a aussi des bons chiffres pour notre dernière émission, naturellement, sur Ulysses Grant, une chronique littéraire de ce livre de Vincent Bernard, Ulysses Grant, L'étoile du Nord. Aujourd'hui, on vous parle d'une date importante, d'une autre de ces dates clés, une date du XXe siècle, le 6 février. En général, quand on parle du 6 février, on n'a pas tellement besoin de préciser l'année, parce qu'on voit tout de suite de quoi on fait référence, en l'occurrence une année charnière quelque peu de l'entre-deux-guerres, 1934, le 6 février 1934, c'était les émeutes anti-parlementaires en France, à Paris. Alors Paris et sa banlieue ont toujours été des terres de très forte implantation pour les nationalistes, c'est en tout cas ce qu'en dit Albert Keshichian dans un livre de 2006, Les croix de feu à l'âge des fascismes, travail, famille, patrie. C'est un constat un petit peu paradoxal de nos jours, puisque on sait bien que les mouvements patriotes, souverainistes, nationalistes en général font très peu de voix à Paris et dans les grandes villes en général. Mais Keshichian explique ainsi la typicité parisienne et francilienne en général du nationalisme français à cette époque, bien peu compréhensible, il est vrai, aujourd'hui. Mais il est vrai aussi qu'à cette époque, durant l'entre-deux-guerres, les ligues nationalistes à la droite de la droite, et pas seulement des royalistes de raison ou des républicains promoteurs d'un nouvel ordre par la réforme de l'État, des ligues rétives, voire hostiles à la démocratie parlementaire, avaient pour elles la crainte du communisme international, d'une soviétisation en quelque sorte de la France, et en face d'elles, ces ligues avaient la réalité objective de la ceinture rouge, collier de municipalité PCF qui, croyait-elle, enserrait, comprimait Paris et avec la capitale, le pays réel. Nous sommes le 6 février 1934, et en France, mais pas seulement dans la capitale, la Troisième République paraît aller bien mal, puisque l'affaire Stavisky, du nom de cet escroc étranger, est suicidé à Bayonne, est naturellement le facteur bien connu aboutissant finalement à l'émeute. Avec cet étrange suicide semble compromise une grande partie de la classe politique, à commencer par la majorité parlementaire, naturellement. C'était les majorités à l'époque qui changeaient tous les mois ou tous les 2 mois, mais la classe parlementaire est compromise dans sa grande majorité. Mais le 6 février ne se résume pas qu'au destin de Stavisky, occasionnant un ricochet de l'histoire, les charges de la garde républicaine contre de jeunes camelots royalistes, place de la Concorde. Ça ne se résume pas davantage à la quinzaine de morts, ou au pavé décellé, ou à cette marche plus ou moins aboutie vers le palais Bourbon, avec au milieu de cet océan des droites, comme perdus les communistes de l'Arac. Au fond, le 6 février symbolise à lui seul l'entre-deux-guerres, il incarne cette montée des périls, qui est un terme historiographique consacré, même si un peu réducteur forcément, une montée que l'on constate depuis l'automne 1922, et la marche sur Rome de l'ancien socialiste Benito Mussolini, théoricien du fascisme. L'apex de cette montée, c'est la débâcle de juin 1940, et entre ces deux dates, le 6 février, quasiment à équidistance, représente ce moment durant lequel, en France, la vie politique s'inspire ou réagit à ce qui se passe en Italie ou en Allemagne. On le verra tant par exemple du côté des communistes que de certaines ligues comme les Croix de Feu. Voilà, c'est à peu près ça, Franck, la situation politique et sociale au soir du 6 février 1934. Alors on peut également rappeler qu'au début de l'année 1934, le monde a subi les conséquences de la crise économique américaine provoquée par le krach boursier de 1929,
Krach boursier de 1929, accompagné, parce que d'aucuns appellent la montée des extrémismes. Alors en effet, tu en as parlé, aussi bien en Italie qu'en URSS, avec Mussolini et Staline, ceux-ci consacrent et consolident leur pouvoir. Et l'année d'avant, donc en 1933, le 30 janvier pour être précis, en Allemagne, Adolf Hitler, ancien membre du Parti des travailleurs allemands, avait obtenu les pleins pouvoirs le 23 mars de la même année. Donc chancelier le 30 janvier, et quelques mois, 2 mois plus tard, il possédait les pleins pouvoirs de l'Allemagne. Alors il faut également préciser, Gauthier, que très souvent on réduit le 6 février 34 à une manifestation, comme tu l'as brillamment expliqué, à une opposition plutôt violente entre les forces de police et la jeunesse patriote. Mais il ne faut pas oublier, Gauthier, et c'est peut-être un des axes de notre émission, la dimension économique de l'affaire. La France avait été touchée dès 1931 par cette grande dépression. Grande dépression, on l'a dit, qui était née en 1929 suite au krach boursier de Wall Street. Krach boursier de Wall Street, peut-être, qui nous vaudra une émission dans quelques mois. Alors cette crise économique avait touché de plein fouet la classe moyenne, et cette classe moyenne était un des soutiens traditionnels et historiques de la République. Or, le pouvoir républicain, le pouvoir de cette troisième République, qui semble parfaitement établi et installé, se montre incapable d'apporter des solutions à la fois pour combler les déficits du budget. Toujours cette fameuse question du déficit. Le déficit, rappelons-le, avait conduit la monarchie à convoquer les États généraux qui avaient amené ensuite, on va dire, après différentes péripéties, la mort du roi et l'installation de la Première République. Donc cette question économique est quand même, à somme toute, vraiment très importante. Et il faut aussi rappeler que de mai 1932 à février 1934, plusieurs gouvernements se succèdent. Or, aujourd'hui, on a souvent tendance à expliquer la chose suivante: il a fallu d'un scandale financier pour que la République tombe, ou du moins pour que la République trembla. Or, ceci est quelque peu inexact. Effectivement, l'antiparlementarisme avait été alimenté par une succession de scandales financiers. Les plus importants sont l'affaire Hanau, donc du nom de cette banquière, Marthe Hanau, qui fut impliquée dans un important scandale financier. Elle fut surnommée la banquière des années folles. On peut également préciser la faillite frauduleuse du banquier Oustric, qui précipite la chute du gouvernement Tardieu. On peut également préciser que le garde des Sceaux, à l'époque, est mêlé à l'affaire. Et enfin, cette fameuse affaire Stavisky, qui mêle à la fois le crédit municipal de Bayonne et des membres du gouvernement de Camille Choteau. Donc la presse, ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle révèle qu'Alexandre Stavisky a bénéficié de 19 remises de son procès, et que le parquet était dirigé par le même beau-frère de Camille Choteau. Donc en fait, voilà, ce contexte économique très important, donc crise économique américaine qui frappe l'Europe et la France, et en même temps des pouvoirs personnels forts qui se mettent en place dans différents pays européens, donc principalement Allemagne et Italie, et également plus à l'est en Russie. Oui, effectivement, tu as raison de rappeler cette incidence des facteurs économiques et des facteurs internationaux sur le 6 février. Il faudrait quand même rappeler certaines images très fortes dont on comprend que les contemporains en aient été émus et aigris finalement dans leur comportement politique. Rappelons-nous que certes, le krach de New York, ce sont par exemple ces hommes d'affaires qui se suicident du haut des tours, mais à la rigueur, je n'ai pas certain que ça émeuve le petit peuple. C'est aussi en Allemagne, quelques années avant l'arrivée au pouvoir de Hitler, ce sont ces brouettes remplies de Reichsmark totalement dévaluées parce que l'hyperinflation fait que pour acheter une simple baguette de pain, il faut dépenser des dizaines de milliers, si ce n'est des millions, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais des millions de marks. Ce que l'on voit dans un téléfilm qui vaut ce qu'il vaut, mais comme Hitler, la naissance du mal, un téléfilm de 2003 avec Robert Carlyle, on voit notamment une scène où une femme achète du pain et elle est excédée. Alors, plutôt que de faire la queue pour acheter du pain, elle préfère jeter à la figure du boulanger des liasses de milliers de billets en lui disant, je ne sais plus ce qu'elle lui dit, mais enfin elle est excédée. Ça montre bien
un peu graphiquement quelle pouvait être l'exaspération d'une partie des classes populaires allemandes, mais ça commençait à toucher la France à partir de 1931. Naturellement, la France a été un peu préservée parce que aussi elle n'était pas tout à fait dans les circuits de la mondialisation financière à cette époque, il faut bien le dire, hein, puisque ça restait avant tout une puissance agricole, une puissance rurale aussi. Songez que il faut attendre le recensement de 1931 pour que l'on constate que la majorité de la France est urbaine. Bref, la France est un peu préservée, mais en 1931, 1932, c'est tout de même progressivement le choc économique qui aggrave l'instabilité politique qui est consubstantielle à ce régime parlementaire qui était la Troisième République, ce régime où, vous le savez, on appelait ça les présidents du Conseil à l'époque, ce qui serait le Premier ministre actuellement, changeait tous les 2 mois, tous les 3 mois. Tu as cité Chautemps, Franck Chautemps, pardon, a été ministre plusieurs fois président du Conseil d'ailleurs, plusieurs fois ministre dans différents postes. C'est l'archétype finalement de ce radical socialisme de gouvernement qui a donné des ministres et des présidents du Conseil durant les années d'entre-deux-guerres, qui faisait que, Franck, les Français n'aimaient pas tellement la politique à cette époque-là. Non, les Français n'aimaient pas la politique. Par contre, ce qui est quand même paradoxal et intéressant, c'est que beaucoup de Français se consacraient à la politique. Il faut revoir les manifestations monstres qu'il y a eu tout au long des années 20, même au début des années 30, manifestations de rue menées par les différentes ligues patriotes nationalistes, dont certaines regroupaient des centaines de milliers de manifestants. On est dans une époque troublée. Il y a un gouvernement qui est en place. Or, chaque gouvernement n'arrive pas forcément à trouver des solutions pour se pérenniser. Mais le système en tant que tel, donc le système républicain qui est au-dessus, lui semble solidement établi, nonobstant son incapacité, comme on l'a dit tout à l'heure, à trouver des solutions à cette crise politique et financière, ou du moins cette crise financière qui va amener une crise politique. Très vite, suite à ces différentes affaires d'escroquerie, de manipulation, de malversation, ou même également ces affaires de justice qui ne vont pas au bout. Hein. On rappelle que Alexandre Stavisky a bénéficié de 19 remises de son procès, donc c'est quand même assez particulier et paradoxal. Et les mouvements patriotes, nationalistes, même royalistes, disons-le clairement avec l'Action française, vont commencer concrètement, dès le début de l'année 34, à s'organiser pour manifester contre un gouvernement qui est considéré, disons-le clairement, un gouvernement de voleurs et de corrupteurs. Ainsi, dès le début de l'année 1934, dès le 9 janvier, l'Action française manifeste et dans son numéro, elle dit la chose suivante: « Aujourd'hui, jour de rentrée du Parlement, à l'heure de sortie de vos ateliers, de vos bureaux, nous vous engageons à venir en foule autour du Palais Bourbon au cri de « Abat les voleurs, abat les assassins, exiger la justice et l'honneur ». Selon les forces de police et les observateurs, officiels et non officiels, 2000 membres et sympathisants répondent à l'appel le premier soir. Donc ce qui est intéressant, Gauthier, c'est que cette tradition qui avait été initiée avec la Révolution française de manifester par la rue, en faisant appel aux différentes sections lors de la Révolution, avait également repris cette tradition de mettre la pression par la rue, par les mouvements politiques dits de droite ou de droite extrême ou d'extrême droite. Oui, bien sûr. Alors, il faut préciser, Franck, tu dis l'Action française dans son numéro, ça surprend peut-être nos auditeurs, en fait. Alors, il faut rappeler que l'Action française était un mouvement politique et en même temps un journal éponyme, dirigé bien sûr par Charles Maurras, dont il est beaucoup question dans l'actualité en cette année 2018, puisque, vous le savez certainement, c'est le 150e anniversaire de sa naissance. Il y avait donc l'Action française parmi les acteurs de cette kyrielle de petits groupes nationalistes au soir du 6 février. Un autre de ses principaux acteurs étaient les Croix de Feu, qui étaient un peu différents. C'était une ligue, certes, mais une ligue d'anciens combattants, avec cet esprit ancien combattant qui était celui des anciennes, peut-être pas des anciennes notabilités, mais des hommes plutôt aisés qui avaient fait la Première Guerre mondiale. Même si les Croix de Feu, qui avaient été créées au milieu des années 1920 et rapidement chapeauté par un chef, le colonel Séverac de la Roque, même si les Croix de Feu avaient tenté progressivement, à partir des années 1929-1930,
on y reviendra d'ailleurs par des statistiques, de rallier à eux, les masses populaires. Mais ça n'était pas forcément couronné de succès. Pour nous intéresser par exemple à la composition sociologique d'une de ces ligues, donc les Croix de Feu, qui ont donné des hommes aux événements du 6 février, mais qui en même temps, nous y reviendrons Franck, se sont un peu débinés devant l'épreuve, débinés devant le Palais Bourbon, puisque Larocque clairement a reculé. Quelle était la composition sociologique des Croix de Feu dans les années précédant la crise du 6 février? Eh bien, outre ce qui a été soulevé en introduction de notre émission, relativement au primat francilien du recrutement de ces ligues par rapport à la province, il est de l'ordre, ce primat, pour les Croix de Feu, de 65% de franciliens contre 35% en 1931, alors que la province représentait 14% de la population. On constate assez logiquement, dans ce mouvement encore en développement, pas tout à fait politique au sens électoral, une surreprésentation d'une minorité de classes, naturellement les classes les plus aisées. Aussi, d'après des données compilées à partir des relevés publiés dans 2 journaux qui sont l'Ami du Peuple, puis le Flambeau. Le Flambeau, c'était l'organe des Croix de Feu. Entre mai 1928 et décembre 1929, l'on peut remarquer que l'aristocratie et la haute bourgeoisie, de même qu'une bourgeoisie plus moyenne, sont très représentées, sont surreprésentées, respectivement 10 et 22% du total des adhérents, alors que ces 2 blocs, je dis blocs entre guillemets, recouvrent en réalité à l'époque 5% de la population, c'est-à-dire une infime minorité. In fine, les Croix de Feu recrutent initialement au sein des milieux sociaux ayant le plus à craindre d'une possible révolution du prolétariat à la soviétique. On a encore en mémoire cet octobre rouge de 1917. Pour les gens de gauche, certes, c'est cette lumière, cette lueur rouge qui brille à l'Est, mais tout de même ça intéresse les milieux les plus aisés. Alors, les Croix de Feu recrutent dans ces milieux un peu inquiétés par cette possible soviétisation de la France, c'est-à-dire les cadres et chefs d'entreprise, les propriétaires terriens, les professions libérales, les rentiers. Ce groupe majoritaire concentre en fait les classes moyennes. 50% des adhérents des Croix de Feu viennent des classes moyennes contre 30% de la population du pays, même si c'est une partie des classes moyennes, c'est une acception limitée du terme. Ainsi, le recrutement se réalise avant tout dans les classes moyennes indépendantes que constituent par exemple les commerçants, les artisans, pas tellement dans ces nouvelles classes moyennes de fonctionnaires et d'employés, et naturellement pas tellement, Franck, au sommet des classes moyennes. Il n'y a pas tellement de techniciens, par exemple, qui vont émarger aux Croix de Feu. Alors, est-ce que c'est pour cette raison, Gauthier, qu'on a qualifié le nationalisme des Croix de Feu d'un nationalisme volontairement modéré, contrairement au nationalisme de l'Action française, qui était considéré plutôt virulent, voire même dur? Oui, ça tient évidemment en partie de sa sociologie, mais ça tient aussi, je crois, par les orientations politiques du chef, enfin celui qui devient le chef, pas tout de suite, il n'est pas tout de suite chef, le colonel de Larocque. Disons que cette sociologie très aisée ne facilite pas naturellement les velléités révolutionnaires d'un groupe qui veut avant tout garder l'ordre, qui veut avant tout consacrer, et ce sera la devise ensuite reprise par l'autorité de Vichy, le travail, la famille et la patrie. La composition sociologique des Croix de Feu va évoluer bien sûr, ce groupe va devenir de plus en plus populaire. Il y aura une deuxième inflexion ensuite, bien après, enfin quelques années après le 6 février, qui est cette transformation des Croix de Feu en un parti millionnaire, 1 million d'adhérents pour le Parti social français, le PSF, toujours du même colonel de Larocque, à partir en gros de 1936 et jusqu'à la guerre. Anecdote intéressante pour révéler combien ces petites croix de feu, enfin sans leur manquer de respect, mais ces croix de feu, ce groupuscule en soi, composé avant tout de bourgeois et de nobles, va devenir un grand parti de rassemblement, un grand parti interclassiste, populaire, préfigurant l'abandon du clivage droite-gauche, préfigurant un petit peu le RPF gaulliste par exemple. Une anecdote, c'est que
En 1937, il y avait le début des sondages d'opinion, le début de l'IFOP. Et on commençait à voir comment les gens votaient, notamment en vue des élections cantonales, là où le PSF a fait un premier succès d'estime. On commençait aussi à interroger les Français au sujet des élections législatives de 1941, et il aurait été très probable, Franck, que le PSF aurait gagné les élections s'il n'y avait pas eu la guerre, naturellement. C'est un sacré scénario d'Uchronie, tout de même. Oui, mais alors, justement, tu as parlé des croix de feu. Est-ce que tu pourrais nous parler, en fait, rapidement de l'Action française? Est-ce que tu as dressé les principales caractéristiques intellectuelles, sociales et sociologiques des croix de feu? Qu'est-ce qui oppose fondamentalement les croix de feu à l'Action française, indépendamment du caractère de leurs chefs respectifs? À mon sens, c'est surtout la question du régime souhaité. Il y a aussi une temporalité, ça n'est pas la même, hein. L'Action française, elle est issue d'un journal qui est créé au milieu des années 1890, me semble-t-il. Bref, elle a beaucoup plus d'ancienneté, elle a 40 ans dans le viseur, elle a des journaux quotidiens, elle a Maurras, pas tout à fait un chef, mais une figure charismatique en tout cas, qui est un écrivain boulimique, puis elle a d'autres figures, elle a Maurice Pugeot notamment, elle a aussi, comment c'est cet historien dont je n'ai plus... Jacques Bainville, naturellement, qui meurt d'ailleurs en 1936. Ça donnera l'anecdote célèbre de en 1934, je sais plus, cette anecdote célèbre de Léon Blum agressé par des royalistes, ouais, alors qu'il passe par hasard durant les funérailles de Bainville. Bref, l'Action française, l'AF, comme on dit, a un antécédent sur les croix de feu qui apparaissent à la fin des années 1920. Et puis, surtout, les régimes souhaités par ces deux groupes sont totalement différents. On peut dire, même si l'AF, ça reste une part de mystère, moi j'ai le sentiment que l'AF, Maurras, sont royalistes par raison, sont catholiques aussi de manière assez pragmatique. Pour quel royalisme sont-ils? Plutôt pour un royalisme orléaniste, de restauration monarchique formelle, mais bon, ils pourraient se contenter d'une monarchie constitutionnelle, a priori. Même s'ils sont pour un retour un fédéralisme, la France d'antan, la France des 35 provinces, la France agricole, sinon agrarienne. Les croix de feu qui donneront le PSF, c'est tout autre chose. C'est une sorte de... C'est à la fois un républicanisme issu du ralliement, donc cette encyclique, je crois que c'est Inter Sollicitudines, je ne veux pas dire la bêtise, de 1892, par laquelle la papauté incite les conservateurs, les monarchistes français, les conservateurs français au sens large, à rallier la République. C'est à la fois un républicanisme du ralliement, issu plus ou moins de petits partis de droite qui avaient émergé au tout début du XXe siècle, Action libérale populaire de Piou, Le Sillon de Marc Sangnier notamment, et c'est aussi en même temps un républicanisme un peu paradoxalement à l'ancienne, qui puiserait plutôt à gauche, un peu viril, quoi, un républicanisme sincère, mais avec une grande novation quand même par rapport à la gauche, c'est que la gauche est hostile au césarisme, bien sûr. Son grand combat avant l'instauration de la Troisième République, c'était tout de même contre la figure de Napoléon III et contre les institutions du Second Empire. Donc la gauche n'est pas césariste. De la Rocque n'est pas césariste non plus, même s'il aimerait bien être un nouveau César, un petit César, mais de la Rocque veut un régime présidentiel. De la Rocque s'inscrit dans ce débat de l'époque qui traverse la droite et la gauche de la réforme de l'État. Franck, tu citais une figure tout à l'heure qui était Tardieu. Tardieu voulait cette réforme de l'État, il voulait un État à la fois plus moderne sur les plans industriels et agricoles, mais aussi un État plus moderne dans ses institutions, passablement corporatif éventuellement, avec moins de parlementarisme, mais peut-être plus de représentation socio-professionnelle, le cas échéant dans une chambre dédiée. C'était un peu cela, le colonel de la Rocque. Et on ne s'étonne donc pas, Franck, de retrouver par exemple
de la ROC dans une institution fantoche, certes, qui était le Conseil national de l'État français en 1942. Ce Conseil national, qui était fruit de l'autorité de Vichy, c'était une sorte de chambre socio-professionnelle, corporative, qui avait été créée précisément pour mettre un terme à ce qu'était ce que le gouvernement jugeait les excès du parlementarisme. Oui. Alors on peut également rappeler que tout le long de l'année 1934, donc au cours de ce mois de janvier, il y eut différentes manifestations populaires, spontanées, organisées par les ligues et les mouvements patriotes de droite, de droite dure et d'extrême droite, et beaucoup de ces manifestations vont provoquer de nombreuses arrestations. On parle de 500 arrestations, voire 1000, voire de 2000 arrestations. Et ce qui est intéressant, c'est que Maurice Bugeaud d'Action française expliquera plus tard à la commission d'enquête la chose suivante. On me dira qu'il est scandaleux d'arracher des bancs, de déraciner des arbres, de jeter sur la voie publique des grilles d'arbres. Il est certain que nous avons cherché le désordre dans la rue. Les manifestations n'ont pas d'autre but. Donc propos assez, on va dire, étonnant, Gauthier, parce que le but des manifestations est-il simplement de mettre le désordre dans la rue, ou au contraire d'alerter ses concitoyens sur un gouvernement qui est jugé à tort ou à raison illégitime ou incompétent? Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce mois de janvier est émaillé de différents scandales financiers, politiques. Le président de la République d'alors, Albert Lebrun, appelle le radical Édouard Daladier. Donc le radical, on renvoie notre émission sur Clémenceau parce que nous en avons déjà parlé, mais Édouard Daladier donc, est invité à constituer un nouveau gouvernement. Donc celui-ci, Gauthier, ne s'embête pas, il reprend 8 membres du précédent cabinet, mais il ajoute 2 républicains de gauche, Pietri et Doussin, et surtout un républicain du centre, Jean Fabry. Le nouvel homme fort du gouvernement est Eugène Frot, et les ligues patriotes, nationales, etc., lui reprochent déjà son appartenance à la maçonnerie. Donc ce cabinet est constitué le 30 janvier. Mais au même moment, rappelons-le, les mouvements de droite au sens large du terme essayent, Gauthier, on l'a dit, de mettre la pression sur ce gouvernement. Ce gouvernement, en fait, c'est une majorité qui est issue de l'élection de 1932, remportée par ce qu'on appelait à l'époque le cartel des gauches. Et en fait, la droite et l'extrême droite, dans toutes ces affaires, va un peu mélanger à la fois des critiques, on va dire, hostiles à l'étranger, antisémites, antisémite, parce que Alexandre Stavisky est un juif ukrainien naturalisé. On parle également de problèmes avec la maçonnerie, parce que Chotan en faisait partie. Et tout cela, en fait, constitue, on peut dire, les racines de cet anti-parlementarisme. Donc l'idée, en fait, de toutes ces manifestations de janvier est de dénoncer, en fait, un gouvernement qui est à la fois tenu... disons-le, je cite, par les juifs et les francs-maçons, mais au-delà de cet aspect antisémite et antimaçonnique, c'est surtout ce côté anti-parlementaire qui gêne les gens. Tu l'as bien dit tout à l'heure, l'Action française royaliste ne peut pas se prononcer et défendre et promouvoir un gouvernement de type démocratique, c'est-à-dire de pouvoir du peuple par le peuple. Et d'ailleurs, on le verra, ça donnera les divergences de fond, les critiques par journaux interposés entre l'Action française d'une part et les Croix de Feu d'autre part, parce que les Croix de Feu seront traités de froides queues, ils n'ont pas osé s'attaquer au Palais Bourbon, ils n'ont pas osé renverser la République. Ouais. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on prend tous ces 2 éléments très importants, donc le premier élément, c'est que ces manifestations, selon l'aveu même de Maurice Bugeaud, n'ont pour but que de faire le désordre, ce qui est quand même en soi difficile comme projet politique à faire entendre raison pour les Français qui regardent ces joutes politiques. Et deuxièmement, ce sont les divisions intrinsèques à ce mouvement politique qui n'est pas volontairement... Enfin, il est qualifié volontairement de droite, mais c'est plutôt un mouvement polymorphe. C'est pas du tout unitaire, pas du tout unitaire. Que ce soit dans les types de programmes souhaités, que ce soit dans les programmes politiques comme économiques, que ce soit dans la volonté de chacun finalement, peut-être pas de Maurras, mais d'un certain nombre, de Tétinger,
de Larocque, d'être le chef. Doriot aussi, enfin Doriot c'est plus compliqué, il sort à peine du PCF, il essaye de se mettre plus tard, en 1937, dans un front des libertés, qui serait une sorte de coalition des droites contre le Front populaire, élu l'année précédente à la Chambre des députés. De Larocque refusera d'ailleurs de s'allier à Doriot. Bref, c'est pas du tout un univers unitaire, c'est pas du tout ce qu'on en dit les gauches, c'est pas du tout... Si c'est un assaut factuellement contre la République, une grande partie des acteurs de ce 6 février, c'est pas du tout un assaut unitaire. C'est pas du tout des bruits de bottes, enfin c'est pas du tout des cohortes unies qui fonceraient vers le Palais Bourbon. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est intéressant, Franck, que tu aies parlé d'une figure comme Eugène Frot, comme membre d'un de ces nombreux gouvernements qui ont précédé la crise du 6 février, parce que un radical socialiste comme Frot, c'est intéressant, était certes membre du gouvernement, mais quelques mois avant le 6 février, il dépêche des agents auprès du colonel de Larocque pour voir s'il n'y aurait pas moyen de faire un hypothétique gouvernement de salut public. Il essaye d'approcher le colonel de Larocque dans une sorte de coalition alliant droite et gauche avec le colonel comme point d'équilibre. Le colonel refuse, tout comme il refuse, à peu près au même moment, de s'associer à Noël Pinelli et d'autres conseillers de Paris qui, eux, souhaitaient la mise en place d'une coalition nationaliste. Alors il faut dire que ce refus de Larocque, c'est un petit peu de pragmatisme et un petit peu aussi de psychorigidité, je dirais, parce qu'il est pragmatique de Larocque, il est républicain, et il est raisonnable, il voit bien que tout cela n'est pas très sérieux, que ça fleure bon un peu, je dirais, avec un peu d'anachronisme, un populisme qui serait improductif pour le coup. Non seulement il est pragmatique de l'Europe, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'il est extrêmement indépendant, il est jaloux de son indépendance, comme tous ces petits chefs de ces différentes ligues nationalistes, même si on le verra, Franck, ce sera le plus grand des petits chefs avec son parti, son futur parti, le PSF, et son 1 million d'adhérents, record quasiment jamais égalé en France. Oui. Alors est-ce que maintenant, Gauthier, tu pourrais revenir sur les 2-3 jours qui précèdent le 6 février 34, lorsque le 3, précisément, on apprend que le préfet de police de Paris, Jean Chiappe, est muté au Maroc? Oui, effectivement, alors brièvement, le préfet de police, Jean Chiappe, est muté au Maroc, comme tu le dis. Il était proche des milieux monarchistes, il pouvait donc faire figure d'égérie de ce mouvement, de cette coalition des nationalismes dans la rue. Naturellement, en étant muté, il excite un peu partout les rancœurs de ces ligues d'extrême droite contre la République. Ça fait effectivement que le climat est détestable et les pouvoirs publics s'annoncent à une très très grosse manifestation avec potentiellement des morts. Au final, il y aura 15 morts directs, oui. On l'expliquera, il y aura 15 morts directs. J'ai découvert aussi il y a quelques jours qu'il y avait eu en fait des dizaines de morts compte tenu de blessures graves, et qu'il y avait eu des morts aussi, je ne le savais pas. Je savais naturellement qu'il y avait des camelots qui avaient été tués, mais aussi des gardes républicains qui ont été molestés, puis qui sont... On parle de 40 morts en tout. Oui, une quarantaine de morts. Voilà, il y en a qui sont morts de leurs blessures dans les deux camps, finalement. Oui, parce qu'intéressant, c'est que ce préfet de police était proche des milieux monarchistes, et le fait qu'il soit démis de ses fonctions, ou limogé, ou mis en... on va dire, allez, disons-le clairement, un peu sur le côté au Maroc, ouais. Ça montre en fait l'idée un peu, pas du complot, mais l'idée d'un pouvoir un peu sous-jacent, de l'ombre. Donc les royalistes et les partis de droite dure, de droite extrême, en fait, s'organisent et veulent s'organiser et manifester en fait pour soutenir cet homme qui peut être en fait la voie de salut dans un gouvernement aux mains des adversaires politiques. Or, si celui-ci est muté, il ne peut pas faire la chasse aux différentes personnalités politiques qui ont été éclaboussées par l'affaire dite de Stavisky. Bien sûr, oui, il a été muté comme l'a été un demi-siècle avant lui le général Boulanger, dans un contexte différent, mais c'était là aussi pour essayer de calmer des tensions politiques. Finalement, dans les deux cas, au lieu de les calmer, ça les a aggravées. Tu as parlé, Franck, d'un contexte un peu troublé, où les nationalistes, par rancœur, essayent de construire la théorie d'un complot, avec naturellement dedans, pas seulement le monde parlementaire,
militaires, mais aussi, on le sent bien, la franc-maçonnerie et aussi souvent les juifs. Même si, et pour répondre à une question que tu m'avais posée, je n'ai pas répondu complètement, qu'est-ce qui différencie, par exemple, l'Action française et les Croix de Feu? C'est, par exemple, le rapport au judaïsme et l'antisémitisme en général. Évidemment, l'Action française, évidemment, Charles Maurras, sont antisémites, parce que les Juifs, selon la doctrine maurassienne, et il y a une doctrine maurassienne, naturellement, puisque Maurras écrit énormément, théorise énormément, les Juifs figurent parmi les 4 États confédérés, les 4 ennemis mortels de la France. Il y a le Juif, il y a le Protestant, il y a le franc-maçon, et le 4e, c'est le Métèque. Je croyais que c'était le Républicain, mais le Métèque. Bon, ça nous donne un portrait de fond de ce qu'étaient les némésis des militants d'Action française. Eh bien, les Croix de Feu, pas du tout, pas tellement. Il y a bien sûr un antisémitisme un petit peu latent chez les Croix de Feu, mais qui est le même d'ailleurs que celui de l'Action française. C'est pas du tout un antisémitisme biologique qui serait celui au même moment des nationaux-socialistes allemands. Pas du tout. C'est un antisémitisme, je dirais, classique, essentiellement parce que les Juifs sont considérés comme anticatholiques. Mais alors il y a un certain antisémitisme résiduel chez les Croix de Feu, mais enfin, le fait que ça devienne un gros groupuscule, puis un parti de masse avec le PCF, tend naturellement à polir tout ça. Il y a de plus un appel à la modération parce que, eh bien, on se présente à des élections cantonales et législatives et il s'agit tout de même de ne pas trop effrayer l'électorat, il s'agit de passer pour un parti de gouvernement avec des cadres sérieux, représentatifs de la société, et puis au fond, plus le recrutement s'élargit, plus il y a de Français qui n'ont pas spécialement de sentiments antisémites, pas forcément philosémites non plus, mais voilà, ils ne sont pas des doctrinaires de l'antisémitisme, c'est bien normal. Il y a aussi un autre fait, c'est que en s'élargissant, en rassemblant, les Croix de Feu puis le PCF font converger à eux, fortuitement, des Juifs. Il y a des Juifs qui adhèrent à cette formation. Donc ça invalide aussi, je crois, une déformation du jugement, un jugement rétrospectif qui est que non seulement des cohortes fascistes auraient convergé en rang bien serré vers le Palais Bourbon le 6 février, mais qu'en plus, ils étaient intrinsèquement au choix d'extrême droite et antisémites. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y avait même des hommes de gauche, on y reviendra peut-être, qui étaient les communistes de l'action républicaine des anciens combattants. Comme quoi, l'histoire est complexe. Bien évidemment, l'histoire est complexe, mais ce qui est aussi intéressant pour se remettre dans le contexte de ces années 30, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs affaires qui ont émaillé donc l'anté 6 février 34, mais on a parlé tout à l'heure de l'affaire de Marthénault, qui avait été surnommée la banquière folle, la banquière de ces années 30, qui justement avait profité de sa position pour escroquer des gens, mais il faut savoir également que Marthénault était issu d'une famille de juifs d'Alsace. Et donc, encore une fois, ça a alimenté donc l'idée que les juifs étaient là justement que pour des magouilles financières. Or, lorsqu'on étudie toutes les affaires de corruption liées à la Troisième République ou à la Cinquième République, on trouve finalement un peu toutes les opinions quasiment politiques, voire même religieuses. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'inefficacité de la Troisième République, donc dans ce premier an de 1934, on va dire, à catalyser les événements, ou du moins à y répondre par des mesures, on va dire, fortes et efficaces, va coaliser, comme tu l'as dit, différents mouvements aux idées opposées. Et c'est là peut-être qu'il faut voir, a posteriori, avec le recul de l'historien et le recul des années, l'échec du 6 février 34. Pourquoi échec ? L'idée, c'est de mettre la pression sur un gouvernement qui est considéré comme corrompu et incapable. Or, comment mettre la pression sur un gouvernement corrompu et incapable si les différentes personnalités et les différents chefs de ces mouvements ne s'entendent pas, premièrement, et au-delà de ne pas s'entendre, non pas pour des raisons de personnes, mais également non pas le même projet politique. Quel était réellement, Gauthier, l'objectif du 6 février 34 ? Est-ce que c'était juste manifester dans la rue et saccager la rue pour mettre le désordre ? Est-ce que c'était montrer ses muscles pour
dire nous sommes les plus forts, nous représentons tant de personnes? Est-ce que c'est pour mettre en place un gouvernement de salut public avec Larocque et ses amis et ses partenaires? Est-ce que le 6 février 34 avait pour but de renverser cette république, cette gueuse, comme on disait alors, pour mettre en place un régime monarchiste ou une régence afin qu'un des princes d'Orléans puisse venir au pouvoir? Quel était réellement le but, Gauthier, de ce 6 février 34? Il me semble que les buts étaient un peu tout ça, et ça dépendait finalement des acteurs. C'est ce que Keshichian rappelle dans son livre, dans un paragraphe éloquent, l'assaut raté contre la République. Le mot important là-dedans, c'est pas assaut, c'est raté. Cette conjuration, en tout cas cette apparence de conjuration, le coup d'État fasciste diront les gauches le lendemain dans la presse, il a échoué parce qu'il n'y avait pas d'unité de programme, il n'y avait pas d'unité, il n'y avait pas d'hommes qui se démarquaient vis-à-vis de tous les autres petits chefs. Et l'histoire retient que l'assaut des ligues contre les républiques n'a pas fonctionné, bien évidemment, parce qu'il n'y avait pas d'unité du tout. Alors avant d'expliquer le déroulé de cette journée, il importe, même si on l'a un peu fait déjà, il importe de rappeler que les manifestants ne sont pas si unis, puisqu'ils défilent en cortège distincts et qu'ils ont des motivations naturellement divergentes. Et la première de ces divergences est la question du régime d'après, qui est tout de même pas anodine. Anti-parlementaire et royaliste, par exemple, l'Action française veut logiquement renverser la Chambre et le Sénat, et elle veut l'équivalent d'une restauration monarchique, même si ça passerait par les Orléans. Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs. Inversement, les Croix-de-Feu, qui sont tenants d'un républicanisme issu du ralliement et partisans d'un régime présidentiel ou semi-présidentiel, ne veulent pas renverser la Chambre, ne veulent pas tout bousculer. Alors, ce hiatus ne peut naturellement que conforter les mésestimes préexistants entre ces deux groupes, puisqu'à l'origine, ces deux groupes ne s'appréciaient pas tellement. Ils ont cru pouvoir faire cause commune le 6 février, ça n'a pas fonctionné, et ainsi, l'AF perçoit de Larocque et ses hommes comme des couards, comme j'ai pu le dire il y a quelques minutes, des froids de queue. Et en réalité, dans cette affaire, le colonel fait montre de discernement, mais l'Action française ne l'envisage pas comme ça. En attestent beaucoup d'articles, naturellement, de l'Action française dans les jours qui suivent, et même jusqu'à 1 an ou 2 ans après, on voit qu'il y a finalement une sorte de procès de part et d'autre. Une rancune tenace. Une rancune, oui, et puis une sorte de procès en patriotisme. Il y aura même des procès réels, j'ai découvert, ce que je ne savais pas, que par exemple, le colonel de Larocque sera en procès contre un de ses adjoints, de ses anciens adjoints des Croix-de-Feu, Pozzo di Borgo. Bref, parmi ces procès en patriotisme, on peut citer cet article du 18 novembre 1935 dans l'Action française, qui est un article de Maurice Pugeot. Je cite Pugeot, « Quand on prend tant de précautions publiques pour ne pas être en contact avec les révolutionnaires, quand on se vante d'avoir fait changer de chemin à ces hommes, pour éviter de les rencontrer, quand on cache l'heure et le lieu des réunions sous prétexte de ne pas les provoquer, entre guillemets, quand on se conduit ainsi, on donne tout naturellement aux gens du Front Populaire, entre guillemets. C'est intéressant, il y a marqué Front Populaire alors que c'est 1 an avant sa création, mais il est vrai que c'est après le meeting du... je crois que ça s'appelait le Rassemblement Populaire, le fameux meeting de Bobino le 14 juillet 1935. Bref, tout naturellement, aux gens du Front Populaire, l'idée que, quel que soit votre nombre, ils vous font peur, ils, les gens du Front Populaire, et qu'ils peuvent vous attaquer. Mais annoncer l'action pour ne jamais agir, rassembler les braves gens pour les écarter de la lutte quotidienne, c'est tout ce qu'il faut pour coaliser les adversaires en leur enlevant toute crainte pour créer de ses propres mains la force adverse et l'encourager, c'est attirer les coups et servir de plastron. En somme, ce que dit Pugeot, Franck, c'est on aurait voulu faire échouer le coup de force contre la République, quand il serait pas pris autrement, naturellement. Donc on peut rajouter également comme manifestant, donc on a parlé de l'Action française, on a parlé des Croix-de-Feu, tu as également parlé des jeunesses patriotes, on peut également parler de la... Il y a la RAC aussi qui agace beaucoup la gauche de nos jours, quand on lui rappelle. Il y a également la solidarité française, il y a également le francisme de Marcel Bucard,
Il y a également l'Union nationale des anciens combattants qui appelle à manifester, qui regroupe 900 000 membres. Francis, c'est vraiment un tout petit groupe. Hein. Ouais. Et on peut également parler de l'Association républicaine des anciens combattants, donc l'ARAC. Mais il faut préciser quelque chose, c'est que c'est un satellite du Parti communiste français. Ouais. Et eux, ils appellent également à défiler le 6 février, mais avec un mot d'ordre radicalement différent, c'est-à-dire l'arrestation de Chap, du préfet de police. Donc on le voit bien, donc, il y a des républicains, il y a des conservateurs, il y a même la fédération des contribuables, il y a un mouvement d'anciens combattants plutôt de droite, il y a un mouvement d'anciens combattants proche des communistes. Donc le 6 février 34, lorsqu'il est réduit à une manifestation d'extrême droite, en plus d'être réducteur, c'est surtout faux sur le plan historique. Ah oui, c'est faux, et puis ça ne dit rien de la diversité, peut-être pas sociologique, mais la diversité d'idées de ce qu'était cette manifestation. Tu as parlé, Franck, à l'instant, de la Fédération des contribuables. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que quel est le métier qui recrute le plus dans les croix de feu? C'est le métier d'assureur. Ça veut dire que c'est des franges de la sociologie française qui sont surexposées à un intérêt pour ces mouvements d'extrême droite ou de droite un petit peu dure, ou simplement de restauration de l'État. Et ça n'est pas très étonnant qu'on retrouve parmi les co-organisateurs une organisation comme la Fédération des contribuables. C'est une sorte de poujadisme avant l'heure, finalement, on pourrait dire. Donc, maintenant, attendons un peu sur ce 6 février, Gauthier, si tu veux bien. Donc le 6 février, donc les différents manifestants, les différentes composantes de ce mouvement hétéroclite se regroupent le 6 février. Donc comme tu l'as bien dit et fait remarquer, encore une fois, ce n'est pas une manifestation unitaire, c'est chacun défile avec ses drapeaux, chacun défile avec ses bannières. Mais dès le départ, le colonel Larocque, donc avec ses croix de feu, lui il gagne l'esplanade des Invalides, mais lui par exemple, dès le départ, il refuse le coup de force. Ah oui, totalement. Totalement, et ça donne ces polémiques incessantes qui vont durer à peu près 2 ans, entre l'Action française et les Croix de Feu, et entre le colonel de Larocque et ceux qui vont le quitter, comme ce Pozzo di Borgo. Alors on connaît un Pozzo di Borgo actuellement qui est sénateur centriste, mais c'est une grande famille de serviteurs de l'Empire, d'hommes de droite, plutôt de droite à l'époque. C'est une famille bien connue. Que dit Pozzo di Borgo dans le procès qu'il oppose à Larocque, dans son audience du 29 novembre 1937 ? Il met en avant tout de même un trait de caractère de Larocque, un défaut, c'est ses propos toujours un petit peu évasifs, quoi, le fait de vouloir la révolution sans vraiment la vouloir. Pozzo di Borgo, il déclare, en parlant de Larocque, en lui parlant, me semble-t-il, « Vous nous avez parlé d'heure H, et vous nous avez embarqués, vous nous avez excités, et lorsque l'on vous parlait de questions d'armes, vous preniez un petit air modeste en disant « Ne vous préoccupez pas de cela, et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'acquaintances dans l'armée, tout cela s'arrangera. » C'est sans doute vrai que le colonel de Larocque avait beaucoup de contacts dans l'armée, ne serait-ce que parce qu'il était un ancien militaire à la retraite. On y reviendra sans doute dans quelques minutes, il avait en fait servi au Maroc au contact de Lyautey. C'est intéressant d'ailleurs pour comprendre quelles pouvaient être ses inspirations. C'est vrai qu'il y avait sans doute des accointances dans l'armée, mais c'est vrai aussi que Larocque avait tout à la fois laissé entendre qu'il y aurait peut-être un coup de force armée, sans vraiment s'en donner les moyens. Bref, il s'était pris les pieds dans le tapis, Franck. Alors, des milliers de manifestants donc, se rendent donc, soit place d'Invalides, soit place de la Concorde, d'autres encore se dirigent vers le pont de Solferino, donc on voit bien que même dans le cadre du lieu de rassemblement, là encore, on est face à une divergence qui peut surprendre l'observateur politique du XXIe siècle, où nous, lorsqu'il y a des manifestations aujourd'hui à Paris, quelle que soit la couleur politique et exprimée, ce sont plutôt des cortèges unitaires avec un lieu de rassemblement. On va d'un point A à un point B. Là, il y a la place de la Concorde, on l'a dit, le pont de Solferino, l'esplanade des Invalides. Donc des milliers de manifestants donc, sont armés, et certains, Gauthier, commencent à marcher vers le palais Bourbon.
Oui, oui, alors il me semble qu'il n'y a pas tellement d'armes à feu, enfin, c'est des armes un peu de briquet de broc, Oui, hein. c'est ça, oui. Moi j'ai lu qu'on jetait des bouts de tôle, des bouts de charbon, Des pavés de rue. des pavés de rue, on décroche aussi ces choses, je sais pas comment ça s'appelle, qui entourent les arbres publics, ces espèces de demi-arcs de cercle. Et on voit d'ailleurs que dans les images de manifestations, souvent maintenant les pouvoirs publics les enlèvent ces trucs-là. Bah, à l'époque, ils devaient pas être enlevés et on se jetait ces arcs de cercle de métal à la figure. Donc, naturellement, ça ne plaisait pas beaucoup aux gardes républicains qui ont chargé, qui ont fait des morts. Qui ont fait des morts chez des jeunes gens un peu anonymes, des camelots du roi, qui ont fait aussi des morts. Oh, je n'ai pas son nom en tête, mais il y a une photo un peu connue, on voit un de ses petits chefs, un de ses notables, qui est très bien habillé, mais il a le crâne ensanglanté parce qu'il s'est pris un projectile. Georges Lebec. Georges Lebec, oui, c'est ça. De l'UNC. De l'UNC, oui, l'Union Nationale des Combattants. Qui était un groupe combattant, un groupe d'anciens combattants, beaucoup plus grand public que les Croix de Feu, puisque l'UNC et l'Union fédérale, c'était 800 000 adhérents à l'époque. Bref, Lebec se prend un projectile sur la tête. Sa tête est en sang. Et ça nous dit beaucoup de la violence physique de ce qu'était la politique à l'époque. La politique à l'époque, ça n'était pas que des élections, c'était aussi eh bien, un univers où l'on pouvait mourir, et où il y avait des questions d'honneur, on pouvait mourir... par le duel, on pouvait aussi mourir dans ces derniers événements de rue. En fait, ça clôt un petit peu ce 19e siècle, pas tout à fait une révolution, mais enfin... Oui, ça marque un événement dans la vie politique, c'est que par la suite, la violence politique... La violence parisienne classique, ouais. comme durant la Commune, quoi. Sauf que là, c'est une seule journée, quoi. La violence politique sera plus modérée, je pense. Oui, beaucoup plus modérée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... s'il y avait un seul mort dans une manifestation, ça serait un scandale, alors qu'à parfois à l'époque, il y avait 10, 15, 20. Donc, justement, en parlant du bilan des morts, donc il y a un bilan détaillé des morts et des blessés rapidement établi par le président de la commission d'enquête parlementaire sur le 6 février. Et c'est vrai que dans ce rapport, on fait état de coups de boulet de charbon, de débris de fonte, de lames de gilets fichées au bout de bâtons, de billes d'acier, etc. Donc c'est vrai que très peu d'armes à feu parmi les opposants, les manifestants. On peut également noter que de manière officielle, on relève 14 morts et 657 blessés. Mais ensuite, il y en a 2 qui décèdent le mois plus tard. Il y a plusieurs blessés qui l'ont été par balle. Alors, officiellement, l'Action française, elle, revendique 20 manifestants tués, dont 5 de leurs blessures dès le 7 février. Et puis je crois aussi, sans être spécialiste pour le coup, qu'il y a eu quelques événements similaires à petite échelle en province, dans certaines villes de province. Même si, inversement, j'avais pu avoir il y a quelques mois une conversation avec Olivier Dard, qui est un biographe connu de Charles Maurras, spécialiste des droits de l'entre-deux-guerres. Olivier Dard m'avait dit que, par exemple, que dans une ville comme Rouen, alors qu'il y avait une forte présence de l'Action française, il n'y avait pas eu de 6 février local. Comme quoi, tout cela est soumis à des contextes locaux extrêmement variables, un peu comme il y a eu ou il n'y a pas eu des communes locales dans des villes pourtant républicaines en 1871, eh bien il y a eu ou il n'y a pas eu des 6 février locaux dans des villes exposées aux idées nationalistes le 6 février 1934. Il y a eu en tout cas un 6 février, assurément, à Paris, place de la Concorde, comme tu l'as cité, Franck, avec ces billes d'acier et ces bouts de fonte qu'on se jetait à la figure, et cela, naturellement, soit à ragaillardi des petits chefs qui avaient besoin d'action, soit on a désolé d'autres, comme, encore une fois, ce colonel de la Roque qui se désole rétrospectivement, assez longtemps après, puisqu'il explique, dans un long plaidoyer pour l'égalité républicaine, dans le flambeau du 26 octobre 1935, je le cite, « Ni les complications extérieures, ni les menées du marxisme moscoutaire, ni les agissements des arrivistes factieux », il les qualifie, ces acteurs du 6 février, d'arrivistes, des arrivistes factieux du 6 février, ou de leurs émules, ni les élections, ne doivent nous laisser inactifs. L'œuvre de progrès social et de réconciliation des classes doit encadrer, orienter, expliquer chacun de nos gestes. Il nous faut figurer une réduction chaque jour agrandie, complétée de ce que devrait être l'État et le pays lui-même dans une France renaissante et régénérée. C'est par de semblables témoignages que les grandes rénovations
s'impose. Le recours à l'agitation n'y ajoute que des épisodes le plus souvent désagrégateurs et superflus. C'est comme cela que le colonel de la Rocque qualifie de manière implicite les événements du 6 février, non seulement des arrivistes factieux, mais aussi, je cite, des épisodes plus souvent désagrégateurs et superflus. Pour lui, et ce coup de force, Franck, c'est quelque chose qui n'a pas rendu service finalement à la France. Non, ça n'a pas rendu service à la France de son point de vue. Après, la question à se poser est la suivante, c'est celle que l'historien se pose, celle que nous posons aujourd'hui. Quel a été l'impact du 6 février 1934 sur la vie politique française? Et une des premières conséquences de cette manifestation qui a échoué avec les forces de l'ordre qui tirent sur le peuple, en fait, c'était la démission de Daladier. Oui, bon, c'est une conséquence, oui, même s'il y avait beaucoup d'instabilité ministérielle à cette époque. Donc Daladier démissionne un peu fortuitement, même si on le retrouvera dans d'autres ministères, et dans un gouvernement ô combien important, on retrouvera naturellement Daladier à la présidence du Conseil en 1938, quand il s'agit de négocier avec Mussolini, avec Hitler et avec Chamberlain les accords de Munich. Il y aura alors, dans les droites et dans les gauches, puisque ça va se passer aussi à gauche, des Munichois et des anti-Munichois. Voilà. Ce qui est assez intéressant et révélateur un peu de cette ébullition politique de notre pays. Donc en fait, il y a aussi deux autres enseignements du 6 février 1934. Gauthier, le premier, c'est cette timide union ou association qui va prendre naissance, qui va prendre forme plutôt, plus exactement, entre la SFIO et le Parti communiste, qui vont appeler à manifester. Il va y avoir même des tentatives de journaux communs. Et l'autre grand enseignement, c'est ce qu'on va appeler la radicalisation en fait des droites qui, à partir de ce moment-là, vont être visées et attaquées par le gouvernement. Oui, alors il me semble que cette grande coalition des gauches, elle était prévisible à partir du moment où il y a eu ce qu'il croyait être un coup de force fasciste, pardon. Ça a facilité le travail. Ça a accéléré les choses, disons. Oui, ça les a accélérés, ça a facilité aussi. Naturellement, depuis 1920 et la scission du Congrès de Tours, 25 décembre 1920, la SFIO et ce qui devient la SFIC, puis à partir de 1921 le Parti communiste, sont adversaires, et je serais tenté de dire ennemis. Ils sont irréconciliables. Il y a une stratégie de front classe contre classe, et les malheureux du Parti communiste qui s'aventurent à parler éventuellement d'une collaboration limitée entre classe moyenne inférieure et catégorie populaire, eh bien, ils sont purgés, ces gens-là. Ils ont parfois raison trop tôt, raison entre guillemets. Un homme comme Jacques Doriot, par exemple, en fera les frais. Jacques Doriot, c'est donc le député maire de Saint-Denis, rival de Maurice Thorez et enfant du Comintern. Eh bien, il en fera les frais d'avoir voulu trop tôt une alliance de classe plutôt qu'un front classe contre classe. Il part en gros du PCF en 1935, je crois, et quelques mois après, la stratégie du PCF change considérablement, enfin change complètement. D'abord parce que l'Union soviétique, qui se sent menacée tout de même par l'Allemagne nazie, consent à des amodiations dans son programme. Donc elle demande au Parti communiste français de s'allier avec la SFIO de Léon Blum, mais aussi parce qu'il y a cet événement, ce catalyseur du 6 février, ce qui fait qu'il y a, un an après, le 14 juillet 1935, ce fameux meeting de Bobino à Paris, où l'on voit communistes et socialistes réunis autour de ce qui est en soi, 40 ans avant l'heure, un programme commun. Il associera aussi ce programme les radicaux socialistes. Ça fera une victoire aux élections législatives d'avril et surtout du 3 mai 1936, la victoire du Front populaire. Et pour l'heure, à Bobino, ça donne un mot d'ordre de Blum de l'ordre, je crois, de tête
les royalistes et les fascistes doivent savoir qu'ils ne passeront pas, quelque chose comme ça. Bref, qui revient à une mystique d'union républicaine, la première fois dans l'histoire des gauches depuis 1920, alors que ces gauches étaient réunifiées, qu'elles avaient été réunifiées au congrès de 1905, fondateur de la SFIO, autour de Jules Guesde, autour de Jean Jaurès principalement. Elles s'étaient éclatées avec l'émergence du communisme et la création de l'Union soviétique. Elles se rejoignent fortuitement à la faveur d'événements internationaux et aussi à la faveur, Franck, effectivement, de la crise du 6 février. Voilà. Eh bien écoutez, cette émission touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Donc pour résumer en quelques mots, donc le 6 février 34, manifestation pluraliste, manifestations diverses dans les opinions, dans les options, dans le choix de la manifestation, dans les idées développées, dans les idées défendues, dans le régime choisi s'il y avait eu un après. Donc montée des périls en Europe, en formule consacrée à la Gautier, crise économique, tout ceci va donner donc à cet assaut manqué sur la République, pour reprendre une formule historique. Donc Gauthier, peux-tu annoncer la prochaine émission de Fréquence Histoire ? Oui, bien sûr. Alors ce sera le jeudi 1er mars à 19h en direct. Ce sera une émission chronique littéraire consacrée au livre de Christian Poncet, Mazarin l'italien, une biographie de Mazarin, naturellement vous l'avez compris, mais une biographie particulière, Franck, puisqu'elle s'intéresse surtout au lien entre Mazarin et son Italie natale, même si Mazarin était un serviteur de la France, c'était un Italien et donc une mention particulière. Donc homme d'État, prince de l'Église, donc on étudiera tout ça le mois prochain. Voilà. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci à tous et rendez-vous le 1er mars pour Mazarin l'italien.